Je m'appelle Vincent Charpentier et j'ai 70 ans. Depuis 10 ans, ma famille est persuadée que je ne suis qu'un simple bibliothécaire à la retraite, vivotant grâce à une maigre pension de la fonction publique. Lorsqu'ils posent les yeux sur ma modeste maison en banlieue lyonnaise, sur ma vieille Peugeot 406 de 15 ans dont la peinture s'écaille, et sur mes vêtements usés par le temps, ils ne voient qu'un fardeau, un problème logistique qu'il faudra bien gérer un jour ou l'autre. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la vérité. Une vérité que j'ai gardée soigneusement enfouie pour honorer la mémoire de ma défunte épouse, Alice. Une vérité qu'ils viennent tout juste de découvrir, commettant par la même occasion l'erreur fatale de leur existence. Avant de vous raconter comment j'ai géré les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, permettez-moi de vous dire que sous-estimer ses aînés est bien la dernière imprudence qu'il faut commettre. Mon histoire ne commence pas par la confrontation finale, mais 3 jours plus tôt, dans le silence stérile et oppressant d'une clinique privée de haut de gamme, située sur les rives du lac Léman, à Genève. Je suis assis sur une table d'examen, le papier blanc et froid crissant désagréablement sous mon poids à chaque mouvement. La pièce empeste l'antiseptique mêlé à un parfum d'ambiance onéreux aux notes d'agrumes, censé apaiser les patients fortunés. Ce n'est pas n'importe quelle clinique. C'est un centre de cardiologie privé, le genre d'endroit où l'eau de la fontaine dans le hall est infusée au concombre et où les infirmières portent des uniformes qui ressemblent à des tenues de créateurs. C'est le cadeau de ma fille, Juliette. Sa voix, douce comme du poison, résonne encore dans ma mémoire depuis notre appel téléphonique d'il y a 2 jours. « Papa, tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Cédric et moi, on est tellement inquiets de te savoir tout seul dans cette grande maison. » Cédric, mon gendre, un homme de 40 ans avec un sourire qui n'atteint jamais ses yeux et une poignée de main toujours moite, fuyante. Il avait, selon ses propres termes, tout géré. Il m'a conduit ici lui-même, un voyage de 3 heures que je ne voulais pas faire, tapotant mon épaule avec une familiarité fausse et condescendante avant que l'infirmière ne m'emmène. « C'est juste un bilan complet, Vincent », avait-il dit, utilisant mon prénom comme s'il en avait le droit, omettant le respect dû à mon âge. « Tu mérites ce qu'il y a de mieux. » Pense-t-il vraiment que je mérite cela? Cette prison luxueuse? Il pense que je suis juste Vincent, le veuf fauché, le vieux bibliothécaire qui bricole dans son pavillon de banlieue. Il voit la voiture que je conduis, mes vestes en tweed élimées que je porte depuis une décennie. Je n'ai jamais corrigé cette impression. C'était ma promesse à Alice. Elle méprisait la richesse ostentatoire. Elle l'avait vu détruire sa propre famille, transformant des frères et sœurs en vipères, ses propres enfants en monstres d'avidité. « Vis simplement, Vincent », m'avait-elle supplié, ses mains frêles serrant les miennes durant ses derniers jours à l'hôpital. Fais en sorte que Juliette grandisse en connaissant la valeur du travail acharné, et non le poids écrasant d'un fonds fiduciaire ou l'arrogance de l'héritage. Alors j'ai vécu simplement. Je l'ai honoré. J'ai gardé mon monde petit et silencieux. J'ai prétendu que ma modeste pension était tout ce que je possédais. Et maintenant ce cadeau, ces vacances forcées dans une blouse médicale ouverte dans le dos, ressemblait moins à de la sollicitude qu'à une mise au rebut. J'avais l'impression qu'ils vérifiaient ma date de péremption, espérant secrètement que le médecin leur annoncerait enfin la mauvaise nouvelle qu'ils attendaient tous. L'infirmière, efficace et froide, attacha les électrodes sur ma poitrine pour l'électrocardiogramme. « Détendez-vous, monsieur Charpentier. Cela ne prendra qu'un instant. » Alors qu'elle me tournait le dos pour régler la machine, mon téléphone simple, un vieil iPhone 8 que je gardais spécifiquement pour les interactions familiales et pour maintenir mon image, vibra sur la table de chevet. Je lui lançai un regard distrait. Un courriel de ma banque. C'était anormal. Je ne recevais jamais de courriel de ma banque sur ce compte courant, à moins qu'une transaction ne dépasse les 5 chiffres. Mon cœur fit un bond qui n'avait rien à voir avec le moniteur cardiaque. Je pris le téléphone, mes doigts tremblant légèrement. Objet, confirmation de virement entrant. J'ouvris le message. Cher monsieur Charpentier, ce message est pour confirmer un dépôt de 350 000 € sur votre compte épargne provenant de l'étude notariale Unity Escroc. 350 000 €. Unity Escroc. Une terreur froide m'envahit, si profonde qu'elle me laissa un goût métallique dans la bouche. J'arrachai les électrodes de ma poitrine. La machine poussa un cri de protestation, un long bip perçant. L'infirmière se retourna brusquement. « Monsieur, que faites-vous » Je l'ignorai, composant le numéro de Juliette. Elle décrocha à la 2e sonnerie, sa voix d'une gaieté écœurante. « Papa, comment se passe le bilan? Les médecins prennent bien soin de toi ?» Juliette, dis-je, ma voix plate, dénuée de toute chaleur. Pourquoi viens-je de recevoir 350 000 € d'une étude notariale? Il y eut un battement de silence. Juste une seconde d'air mort, puis un cri d'excitation forcée. « Oh, tu l'as vu. Surprise. On a vendu ta maison. Celle de la rue des Chênes. » Je m'assis lourdement sur le bord de la table.
Le papier se froissa bruyamment. La pièce sembla s'incliner. Vous, quoi? Cédric a géré toute la paperasse, gloussait-elle comme si elle venait d'organiser une fête d'anniversaire surprise. Cette vieille maison était bien trop lourde à gérer pour toi tout seul. Elle restait là à prendre la poussière. Alors Cédric a trouvé un acheteur, une offre en liquide, et nous en avons utilisé une petite partie, 300 000 €, pour payer ses dettes d'entreprise. Ne t'inquiète pas, ajouta-t-elle précipitamment, comme si c'était la bonne nouvelle. On a mis le reste, 50 000 €, directement sur ton compte pour ta retraite. Tu vois, on s'occupe de toi. On viendra te chercher quand tu auras fini ta thalasso. On a une autre énorme surprise qui t'attend à la maison. Dette d'entreprise. 50 000 pour moi. Mon sang se glaça, mais ma voix resta ferme, un calme avant la tempête. C'est toute une surprise, Juliette. J'ai besoin d'un moment pour assimiler. Je te rappelle. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse ajouter un autre mot mensonger. L'infirmière me regardait, alarmée. Monsieur, allez-vous bien? Votre rythme cardiaque. J'ai besoin d'air, mentis-je. Juste 5 minutes. Je sortis dans le couloir feutré. Je ne m'arrêtai pas. Je passai devant les fontaines d'eau design, devant l'art abstrait accroché au mur, et me réfugiai dans une alcôve isolée près des ascenseurs. Je plongeai la main dans le compartiment caché de mon vieux portefeuille en cuir usé, celui dont il se moquait toujours, et en sortis mon autre téléphone. C'était un smartphone crypté de qualité militaire dont Juliette ignorait totalement l'existence. J'appuyai sur le seul numéro de ma liste de favoris, enregistré sous le nom d'Henri. Henri n'est pas seulement mon avocat fiscaliste. C'est mon directeur des opérations. C'est l'homme qui gère le quotidien de ma véritable vie. Il répondit instantanément, sa voix professionnelle et nette. Monsieur Charpentier, j'espère que cet appel n'est pas une urgence. Profitez-vous de votre séjour à Genève? Henri connaissait ma vie simple. Il était l'une des 3 seules personnes au courant. Il trouvait ma double existence amusante, mais il comprenait le raisonnement qu'Alice et moi avions établi. Il était l'exécuteur testamentaire de sa volonté. Henri, dis-je, ma voix basse et serrée, coupant court à ses politesses. Quelqu'un vient de vendre ma propriété du 124 rue des Chênes sans mon autorisation. La ligne devint totalement silencieuse pendant 3 secondes. Quand Henri reprit la parole, l'amusement avait disparu, remplacé par de l'acier froid et dur. Monsieur, c'est impossible. Le 124 rue des Chênes est un actif corporatif détenu par la SCI. Pour la vendre, il faut la signature du gérant, notariée et vérifiée. Exactement, dis-je. Et je suis actuellement en Suisse. Quelqu'un a contrefait ma signature. Ils ont vendu une propriété de 800 000 € pour 350 000. Mon Dieu, murmura Henri. Je suis en route pour rentrer, dis-je, marchant déjà vers la sortie de la clinique. Je veux que vous geliez ce compte de réception immédiatement. Je veux que les dossiers du notaire de cette vente soient sortis. Je veux savoir qui était l'acheteur. Et je veux savoir comment mon gendre Cédric a réussi à rembourser une dette de jeu de 300 000 € au casino d'Enghien-les-Bains ce matin. Dette de jeu, monsieur. Trouvez-le. Je veux chaque squelette qu'il a dans son placard. Je vais à l'aéroport maintenant. Je refermai le téléphone d'un coup sec. Je retournai au poste des infirmières, forçant une expression de panique et de chagrin sur mon visage. C'était ma fille, dis-je, ma voix tremblant de manière convaincante. Il y a eu un terrible accident à la maison. Ma petite fille. Je dois partir. Je dois partir tout de suite. L'infirmière n'argumenta pas. Elle vit la détresse dans mes yeux. 45 minutes plus tard, j'étais dans un taxi vers l'aéroport, abandonnant les vacances à 10 000 € que ma famille avait payées avec mon propre argent volé. Le complexe hôtelier était derrière moi. La guerre ne faisait que commencer. 4 heures. 4 heures assis dans un siège d'avion étroit, l'air recyclé sentant le renfermer, tandis qu'un feu froid et silencieux brûlait dans mes entrailles. Le trajet en taxi depuis l'aéroport de Lyon jusqu'à mon village fut un flou de feux rouges et de klaxons colériques. Je ne voyais rien de tout cela. Je ne voyais que l'image du visage souriant et traître de ma fille, et j'entendais sa voix enjouée, surprise. Le taxi s'arrêta le long du trottoir. Ma maison. La maison que j'avais achetée avec Alice il y a 40 ans. Le même chêne que nous avions planté alors qu'il n'était qu'un arbrisseau projetait maintenant une longue ombre sur la pelouse. La peinture du porche s'écaillait légèrement, exactement comme je l'avais laissé. C'était mon sanctuaire. Je payais le chauffeur avec un billet craquant, attrapai mon petit sac de voyage, la seule chose que j'avais emportée, et remontai l'allée familière en dalle de pierre. J'atteignis la porte d'entrée. Le parfum des rosiers qu'Alice avait plantés,
ceux que je taillais chaque dimanche, flottaient dans l'air de l'après-midi. Je glissai ma clé dans la serrure. Elle n'entra pas. Je la secouai. Rien. Elle grattait contre le métal, mais ne tournait pas. Elle ne s'enfonçait même pas correctement. Je la retirai et la fixai, confus. La même clé que j'utilisais chaque jour depuis 40 ans. Je regardai la serrure de plus près. Elle était neuve. Un laiton poli et brillant jurant contre le bois sombre des décolorés de ma porte. Ils avaient changé les serrures. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. L'effroi froid que j'avais ressenti à la clinique s'enflamma en une rage silencieuse, chauffée à blanc. Ce n'était pas seulement une transaction financière. C'était une invasion. C'était une expulsion. Il m'avait enfermé hors de ma propre vie. Je ne frappais pas frapper, c'est pour les invités. J'enfonçai mon doigt sur la sonnette, appuyant fort, la maintenant enfoncée. Le tri strident et incessant coupa le calme de l'après-midi suburbain. J'entendis un oiseau arrêter de chanter. Je m'en fichais. Je gardai mon doigt sur le bouton, mettant tout mon poids. Qu'il panique. Qu'il ressente pendant juste une seconde la violation que je ressentais. J'entendis un fracas soudain venant de l'intérieur. Un étouffé, c'est quoi ça? Cela ressemblait à Cédric, puis des pas paniqués. Qui est-ce? La voix de Juliette, haute et mince. Fais arrêter ça. Oh mon Dieu, Cédric. Qui est-ce? Je ne bougeais pas mon doigt. La sonnerie résonnait dans ma tête, une bande-son de ma fureur. Qu'il sache que le propriétaire légitime était à la porte. Les pas se rapprochèrent précipitamment. J'entendis la chaîne cliqueter, un son que je n'avais jamais entendu dans ma propre maison. J'entendis le verrou glisser. La sonnerie s'arrêta enfin alors que la porte était ouverte brutalement. Cédric se tenait là, encadré dans l'embrasure de ma propre maison. Il n'était pas seulement surpris. Il était agacé, comme si j'étais une interruption incommode. Et il portait ma robe de chambre en soie. Pas n'importe quelle robe de chambre. Ma robe de chambre. Celle qu'Alice m'avait offerte pour notre dernier anniversaire avant de mourir. La soie douce et lourde que je ne portais que pour les grandes occasions car elle gardait encore son parfum. Il la portait comme un accessoire d'hôtel bon marché, un sourire suffisant et huileux plaqué sur le visage. « Oh, Vincent !» dit-il, et le son de mon nom dans sa bouche ressemblait à une insulte. « Tu es rentré tôt. Comment était la thalasso ?» Ma voix sortit basse, un grondement que je ne reconnus pas comme le mien. « Cédric, qu'est-ce qui se passe ici ?» Juliette se rua dans le champ de vision derrière lui, son visage un masque de pure panique. Elle portait un pyjama de créateur que je n'avais jamais vu, ses cheveux en désordre. « Papa !» cria-t-elle, sa voix se brisant. « Tu n'étais pas censé être de retour. La clinique a dit 3 jours. On n'était pas prêts. »« Prêt pourquoi ?» dis-je, mes yeux fixés sur la robe que Cédric portait. « Prêt à finir de profaner ma maison. » Je n'attendis pas de réponse. Je bousculai Cédric. Il trébucha en arrière, surpris par ma force. « Et » aboya-t-il. Mais je m'étais déjà arrêté. Je me tenais dans l'entrée d'une maison que je ne reconnaissais pas. Ma vie avait été évidée. Tout avait disparu. La table d'entrée ancienne que mon grand-père avait construite. Le tapis persan usé qu'Alice et moi avions acheté lors de notre lune de miel. Le porte-manteau qui avait porté nos vestes pendant 40 ans. Tout disparut. À la place se trouvait une monstruosité stérile et blanche. Un canapé en cuir blanc, massif et hideux, était orienté au milieu du salon, face à un écran de télévision de 2 mètres de diagonale, obscènement grand pour l'espace. Les murs, autrefois d'un ivoire chaud, avaient été peints d'un gris froid et stérile. De l'art bon marché et criard étaient accrochés là où se trouvaient mes bibliothèques. L'air était épais de l'odeur chimique de la peinture fraîche et du stratifié bon marché. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmurai-je en tournant lentement sur moi-même. « Où sont mes affaires ?»« Papa, calme-toi, » dit Juliette, ses mains s'agitant nerveusement. « On a juste redécoré. C'est une surprise. On voulait moderniser l'endroit pour toi. » Moderniser. Je regardais un lampadaire en chrome qui ressemblait à un outil de dentiste. Ce n'est pas moderne. C'est froid. C'est ce qui est à la mode, Vincent, dit Cédric, recouvrant son calme. Il entra dans la pièce en se dandinant, passant sa main sur le dossier du nouveau canapé, laissant une trace grasse. Tu vivais dans un musée. On t'a rendu service. On t'a fait entrer dans le 21e siècle. Un service. Il appelait ça un service. Juliette le suivit, se tordant les mains. On voulait juste que ce soit frais pour toi, papa. Un nouveau départ. Toutes ces vieilles affaires étaient si déprimantes. Déprimantes.
Ma vie avec Alice. Déprimante. Mes yeux scannèrent la pièce, cherchant quelque chose de familier. Rien. C'était la maison d'un étranger. Un étranger avec un goût terrible. Où? Demandai-je, ma voix dangereusement calme. Où est la peinture du lac? Celle que maman a peinte? Le visage de Juliette devint blanc. Oh, ça! Cédric! Où est-ce qu'on a mis? Cédric fit un geste dédaigneux de la main. Tout ce vieux bric-à-brac. C'est derrière. On allait appeler les encombrants pour qu'ils ramassent tout ça. Ou peut-être Emmaüs. Je marchai vers la baie vitrée qui menait au jardin. Mes jambes semblaient faites de plomb. Je pouvais les voir à travers la vitre, entassées sur l'herbe. Mais bien. Je fis glisser la porte. Le son était trop fort dans cette maison silencieuse comme une tombe. Je sortis sur la terrasse et là, c'était là. Ma vie entière entassée comme des ordures. Les photos de moi et Alice à notre mariage, les cadres brisés. Les livres reliés en cuir que mon père m'avait donnés. La petite chaise à bascule usée où j'avais bercé Juliette quand elle était bébé. Et au sommet de la pile, comme une insulte finale, se trouvait la peinture à l'huile du lac qu'Alice avait faite lors de sa dernière année. La toile déchirée, une empreinte de chaussure boueuse sur le ciel. À côté de la pile, planté dans ma pelouse, se trouvait un panneau peint à la main, un morceau de carton arraché d'une boîte. De l'écriture bâclée de Cédric, il disait un mot, gratuit. Je fixai le panneau. Je fixai la peinture ruinée. J'entendis Juliette commencer à sangloter derrière moi. Papa, je ne savais pas. Cédric a dit qu'il mettait tout au garde-meuble. Il a promis. Je ne me retournai pas. Je ne la regardais pas. Je regardais Cédric, qui m'avait suivi dehors, portant toujours la mémoire de ma femme sur son dos. Toi, dis-je, ma voix tremblant d'une rage si pure qu'elle ressemblait à de la glace. Tu as fait ça. Cédric haussa les épaules, mais je vis une lueur de peur dans ses yeux. Il ne m'avait jamais entendu parler ainsi. C'est juste des affaires, le vieux. Tu ne peux pas l'emporter avec toi dans la tombe. Cette robe de chambre, dis-je en le pointant du doigt. Enlève-la. Maintenant. Cédric rit, un petit rire nerveux. Quoi? Ce vieux truc? C'est confortable. Je fis un pas vers lui. Enlève-la. Papa, cria Juliette, attrapant mon bras. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Arranger ça. Je me tournai enfin vers elle, vers ma fille. Tu as vendu ma maison. Tu as laissé ce parasite jeter ma vie à la poubelle. Et tu veux arranger ça? Je regardai la pile de souvenirs puis eux. Vous n'avez pas juste redécoré, Juliette. Vous m'avez effacé. Vous avez effacé votre mère. Papa, tu étais censé être à la Thalasso, cria Juliette, son visage un masque de pure panique non filtrée. Oh, on n'était pas prêt pour toi. Prêt pour quoi? Dis-je, ma voix dangereusement calme. Je n'attendis pas de réponse. Je posai ma main sur la poitrine de Cédric, sur ma soie, et je poussai. Il trébucha en arrière, bafouillant de surprise. Qu'est-ce que vous avez fait? Hurlai-je, ma voix se brisant sur le dernier mot. Je gesticulai sauvagement, d'abord vers le tas de ma vie ruinée sur la pelouse, puis vers les meubles froids et étrangers à l'intérieur. Papa, calme-toi, pleura Juliette, agrippant mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. S'il te plaît, rentrons. Les voisins vont entendre. Je veux qu'ils entendent, rugis-je en libérant mon bras. Je veux qu'ils voient ce que vous avez fait. Ce que nous avons fait, interrompit Cédric, c'est assurer notre avenir. Il s'avança, ce sourire suffisant et giflable s'étalant sur son visage. Il appréciait réellement cela. La maison est à nous maintenant, Vincent. À vous. J'étais stupéfait, à bout de souffle. De quoi parles-tu? C'est ma maison, Alice et moi. Nous. Cédric laissa échapper un rire fort, un rire que je voulais faire taire à. Main nue. Oh, le vieux, tu es vraiment naïf, n'est-ce pas? Tu vis encore dans le passé. On ne te l'a pas acheté, si c'est ce que tu penses. Il se pencha, sa voix tombant dans un murmure conspirateur et moqueur. Juliette est ta fille, ta seule héritière. Elle allait hériter de tout ça de toute façon. On a juste accéléré le processus. Je le fixai, les mots n'ayant aucun sens. Accélérer, le processus. Exactement, tonna-t-il en reculant et en écartant les bras comme s'il présentait un tour de magie. Pourquoi attendre que tu... Enfin, tu sais. Pourquoi laisser toute cette valeur prendre la poussière ici quand on pourrait l'utiliser maintenant? Juliette sanglotait, cachant son visage dans ses mains. Cédric, arrête. Ne le dis pas comme ça. Le dire comment?
lui lança-t-il sèchement, son sourire disparaissant. C'est la vérité. C'est intelligent. Il se tourna vers moi, l'image même de la logique condescendante. Écoute, je vais t'expliquer simplement pour que tu comprennes, Vincent. Juliette, en tant que fille aimante, a vendu ton autre propriété, la petite maison de la rue des Chênes. Vous avez vendu la rue des Chênes? Répétai-je, mon esprit s'emballant. C'était la propriété mentionnée dans l'email de la banque. Oui, pour la coquette somme de 350 000 € cash, se vanta-t-il, bombant le torse dans ma robe de chambre en soie. Ça a payé enfin, nos dettes, effacé l'ardoise, un nouveau départ, et avec les 50 000 restants, on a fait un apport pour cet endroit. Il pointa son pouce triomphalement vers l'arrière, vers la maison dans laquelle je me tenais. Ma maison. Je ne pouvais pas parler. L'audace, la stupidité pure de la chose était à couper le souffle. Vous avez vendu ma maison de la rue des Chênes pour acheter cette maison? Brillant, n'est-ce pas? Cédric rayonna. On utilise ton propre actif pour acheter ton autre actif juste sous ton nez. On allait te laisser rester dans la chambre d'amis, bien sûr. Mais ensuite, tu as dû revenir tôt et gâcher la surprise. Cédric. La voix de Juliette était une plainte mince derrière ses mains. Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Tu as dit qu'on empruntait juste dessus. Tu as dit que c'était un prêt. Emprunter, vendre. Quelle différence? Cédric la renvoya d'un geste de la main. Tout reste en famille, chérie. Et maintenant tout est à notre nom. Nous avons acheté cette maison, le 142 allée des Saules, ce matin. Les papiers sont signés. C'est à nous. Affaire conclue. Il était si fier de lui. Si totalement, complètement fier de sa petite combine. Il pensait avoir pris mes 2 petits actifs modestes et les avoir consolidés en un seul qu'il contrôlait. Il pensait avoir été plus malin que le vieux bibliothécaire retraité. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'avouer une fraude bancaire, une usurpation d'identité et un faux en écriture, le tout en se tenant sur la propriété de la société même qu'il venait de voler. Juliette leva les yeux, son visage strié de larmes et de mascara. « Papa, est-ce vrai? La maison est à nous maintenant? L'avons-nous achetée? » « Non, dis-je, ma voix dangereusement calme. Il ne me l'a pas achetée. Il l'a achetée à la SCI Charpentier. » Le sourire de Cédric vacilla. « Quoi? Ouais, c'était le nom sur l'acte. Vincent Charpentier, gérant de la SCI Charpentier. Peu importe. C'est la même chose. C'est ta société, ta maison. Maintenant c'est notre maison. Tu as raison sur une chose, dis-je, faisant un petit pas satisfaisant vers lui. C'est ma société. Mais ce n'est pas ma maison. C'est un actif d'entreprise. Tout comme la maison de la rue des Chênes était un actif d'entreprise. Toi, Cédric, tu viens d'utiliser des fonds obtenus frauduleusement en contrefaisant ma signature sur des documents de clôture fédéraux pour acheter une seconde propriété à l'entité même que tu viens de voler. Tu n'as pas juste accéléré l'héritage. Tu as commis de multiples crimes, et tu as créé une trace écrite si propre, si parfaite, qu'un étudiant en droit de première année pourrait te faire condamner. Le visage de Cédric commença à changer. La suffisance s'écoulait, remplacée par une confusion pâle et maladive. Quoi? De quoi tu parles? Sigh. Actif d'entreprise? Tu es bibliothécaire. Je l'étais, dis-je, jusqu'à ce que je prenne ma retraite il y a 10 ans pour gérer ma holding à temps plein depuis le bureau que tu pensais être mon atelier de menuiserie. Les sanglots de Juliette s'arrêtèrent net. Elle me regardait maintenant. Me regardait vraiment, comme pour la première fois. Papa, quoi? Tu mens, hurla Cédric, mais la bravade avait disparu. C'était le cri désespéré d'un animal acculé. Tu es un vieux fauché. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce qu'on a. Tu ne peux pas le reprendre. Je n'ai pas à le reprendre, dis-je en sortant mon téléphone simple. Celui qu'il pensait être tout ce que j'avais. La banque l'a déjà fait. Au moment où tu as contrefait mon nom, tu as déclenché une alerte fraude liée directement à mon directeur financier. J'appuyai sur la touche numéro 1 de ma numérotation rapide. Ça sonna une fois. Henri, dis-je. Il est ici, dans ma robe de chambre. Oui, celle en soie. Il vient d'avouer tout. Amenez l'équipe. Il est temps de sortir les poubelles. Cédric recula, trébuchant presque sur ses propres pieds. Le silence qui suivit dans la pièce était lourd, chargé d'une électricité statique terrifiante. C'était le calme avant l'exécution. Cédric, pâle comme un linge, tentait de comprendre ce qui venait de se passer, mais son esprit étriqué ne pouvait saisir l'ampleur de son erreur. Juliette, elle, me regardait avec une terreur nouvelle, réalisant que l'homme qu'elle appelait « papa » n'était peut-être pas celui qu'elle croyait connaître.
Et moi, je me tenais là, au milieu des ruines de mon salon, prête à abattre la foudre. Murmura Juliette, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne répondis pas. Je me contentais de sourire, ce même sourire froid et mince qui avait fait trembler des concurrents bien plus féroces que ce petit escroc de bas étage. La guerre était déclarée, et ils avaient déjà perdu sans même le savoir. L'arrivée d'Henri et de son équipe n'était plus qu'une question de minutes. Et avec eux, la fin du monde tel que Cédric le connaissait. « Assieds-toi, Cédric », ordonnai-je d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Le spectacle ne fait que commencer. Il s'effondra sur le canapé blanc immaculé, salissant le cuir de sa sueur froide. La peur, la vraie peur, venait enfin de s'inviter chez moi. Et elle avait le visage de mon gendre. Il avait voulu jouer dans la cour des grands. Il allait découvrir que dans mon monde, quand on ne perd pas juste de l'argent. On perd tout. Absolument tout. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues et menaçantes à travers les baies vitrées. Les ombres de ma vengeance. Elle s'étirait vers Cédric, prête à l'engloutir. Et pour la première fois de la journée, je ressentis une forme de paix sombre. La justice allait être rendue. Brutalement. Irrévocablement. Et je serais le juge, le jury et le bourreau. Cédric le savait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Il savait qu'il était fini. Et le pire, c'était qu'il ne savait même pas encore à quel point. Mais il allait bientôt l'apprendre. Très bientôt. Henri allait s'en assurer. Et moi, je regarderais, impassible, mon empire se refermer sur lui comme une plante carnivore. Le piège était en place depuis des années, attendant patiemment sa proie. Et la proie venait de marcher en plein dedans. Pauvre idiot. Il n'avait jamais eu aucune chance. Pas la moindre. C'était triste. Presque. Presque. Mais en regardant le tableau déchiré de ma femme dehors, toute pitié s'évapora. Il ne restait que la glace. Et la glace est dure. La glace est impitoyable. Comme moi. Comme Vincent Charpentier, PDG. Le masque était tombé. Et le visage en dessous n'était pas celui d'un bibliothécaire. C'était celui d'un loup. Un vieux loup, peut-être. Mais un loup qui avait encore toutes ses dents. Et Cédric allait sentir la morsure. Profondément. Jusqu'à l'os. La leçon ne faisait que commencer. Et elle serait inoubliable. Pour eux deux. Car Juliette, ma douce Juliette, avait elle aussi une leçon à apprendre. Une leçon cruelle sur la confiance et la trahison. Une leçon qu'Alice avait essayé de lui éviter, mais que la vie, avec mon aide, allait maintenant lui enseigner de force. La nuit tombait sur le 142 allée des Saules. Et avec elle, le rideau tombait sur leur petite comédie. La tragédie, elle, ne faisait que commencer. Et j'étais le metteur en scène. Silence. Moteur. Action.